sous la direction d'un monsieur dont je me souviens plus le nom, vous me le pardonnerez. C'est là, j'en perds la mémoire. Et de grands artistes français, dont Pelé-Lehar, Fernand Léger, il y avait aussi le beau-frère, enfin, et quelques poètes surréalistes, etc., ont participé à une énorme expédition qui est allée du Tchad jusqu'à la côte est de l'Afrique. Et ils ont recensé un certain nombre d'objets d'art, etc. Et ils en ont rapporté surtout. Et ces objets ont séduit tous les peintres cubistes. Et quand vous regardez les Demoiselles d'Avignon, ce qui n'enlève rien à la qualité de Picasso, hein, qui est pour moi un génie absolu, les Demoiselles d'Avignon, c'est tout à fait de l'art Dogon. Hein, avec le profil, la face, etc. Mais il n'a pas été le seul. Marcel Duchamp, dont je cherchais le nom, c'est beaucoup inspiré de l'art africain. C'est quelque chose de totalement connu et évident surtout. Connaissez-vous l'égyptologue Cheikh Anta Diop? Non. Non. En fait, c'est un égyptologue voilà, des années 60 qui a écrit, entre autres, un livre qui s'appelle « Nation, nègre et culture », et parlant du fait que les premiers Égyptiens étaient africains noirs et que même la langue égyptienne était beaucoup inspirée de... Enfin, comment dire, que le Wolof avait des similitudes avec la langue égyptienne de l'époque. Et en fait, l'un de ses propos, c'est le fait que tous les peuples ont contribué à l'évolution de l'humanité. Bien sûr, mais je ne sais pas si... C'est une telle évidence. Je ne sais pas si le Wolof a une influence quelconque. Enfin, que le Wolof a des similitudes. Écoutez, enfin, au niveau de aujourd'hui, tous les égyptologues, où ils cherchent au Soudan. Parce qu'il y a des pyramides. L'Empire égyptien s'étendait jusqu'au fond du Soudan. Hein, et il y a eu des rois d'Égypte, ou des petits royaumes égyptiens, au Soudan. Je dirais, ils étaient noirs. Et il est bien évident qu'il y avait une osmose déjà à l'époque. C'est une évidence pour moi. Parce que lui, il parle du fait que... du point de vue du langage, le Wolof, j'en sais rien. En fait, pour être précis, il parle du fait que l'ancienne Égypte, enfin que l'Égypte a trois phases, l'ancienne et moyenne et nouvelle Égypte, et que l'ancienne Égypte était africaine noire. On le sait, les plus anciennes pyramides, elles sont au Soudan actuellement. Parce qu'il a beaucoup été contredit à cette époque, même aujourd'hui encore, sur l'origine des pharaons, des premiers pharaons. On a découvert, il n'y a même pas 3 semaines, il y a une fouille qui est conduite par des chercheurs américains. J'ai lu ça dans Libération ou dans l'Humanité, je ne sais plus, puisque c'est les journaux que je lis quotidiennement. On a découvert une nouvelle pyramide au Soudan. Et les fouilles, on a découvert un sarcophage, etc. Et effectivement, la momie retrouvée dans ce sarcophage est d'origine négroïde, oui. C'est pas, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de stupéfiant là-dedans. Parce que on sait, enfin, à l'époque, il était très controversé parce qu'on sait que les civilisations gréco-romaines se sont beaucoup inspirées de la civilisation égyptienne qui elle avait développé pas mal de sciences, notamment les mathématiques, notamment les pyramides, la manière de les monter, et plein d'autres choses, l'agriculture, voilà, plein de ces choses-là. Et c'était inconcevable pour les historiens de l'époque que des pharaons, que des pharaons noirs aient pu inspirer je sais pas si les civilisations. Je vois pas ce qu'il y a d'inconcevable là-dedans. Je suis pas très calé sur la question, hein, je ne vous le cache pas, bien que j'ai voyagé 2-3 fois en Égypte et que ça me fascine. Mais je veux dire, je suis pas un spécialiste de la question, hein, mais je veux dire, les migrations, elles existent de tout temps. Hein, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a commencé des côtes libyennes ou venant de Syrie. Ça n'a pas commencé il y a 25 ans. Hein, alors, donc, c'est clair. Évidemment, c'est une histoire très ancienne.
Donc, on le sait, les premiers hommes, enfin les plus vieux fossiles humains qu'on a trouvés, enfin, il paraît qu'on vient de trouver plus vieux que Lucie en Afrique du Sud. Hein, enfin, bon, c'est de type humanoïde, et ça, c'est une découverte aussi du mois dernier. Hein. Enfin, bon, elle a été révélée le mois dernier, ça a été trouvé il y a 2 ans, mais je veux dire, il a fallu faire toutes les recherches. Donc, évidemment, la migration, je veux dire, le phénomène d'invasion de l'humanité, enfin, d'invasion de la Terre par les humanoïdes, elle est faite depuis des millions d'années. D'ailleurs, pour rejoindre votre propos, le chercheur qui a découvert Lucie, je l'ai vu dans diverses interviews depuis une dizaine d'années, et il s'efforce à dire que les premiers hommes qui sont nés qu'ils ont émergé sur Terre étaient obligés d'avoir un fort taux de mélanine, c'est-à-dire d'être noir comme moi, on va dire, c'est-à-dire pour pouvoir résister aux rayons du soleil. Bien sûr. Et ensuite, après, il y a eu un éparpillement de l'humanité dans différents continents, et par rapport aux variations climatiques, c'est là que les gens sont devenus blancs. C'est une évidence scientifique, évidemment que c'est vrai, on le sait, ça. C'est pas quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais les variations climatiques, on oublie que le Sahara était un immense champ de blé. Bon, les gens qui cultivaient ces champs de blé, il a bien fallu qu'ils s'en aillent ailleurs. Hein, oui, mais enfin, je veux dire, je prends une allégorie, là, je fais un peu exprès, c'est de la provoque, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de préhistoire pour... ou de proto-histoire, même pour savoir ça, je veux dire... Vous avez donc... Je passe du coq à l'âne. Vous avez donc un lien de parenté avec le regretté monsieur DJ Mehdi, car lorsque je vous ai rencontré il y a quelques mois à Fleury-Mérogis lors de la projection de divers films par rapport à un festival avec Abdel, nous avons longuement discuté, et c'est d'ailleurs la raison de ma présence ici, c'est-à-dire que j'ai été interpellé par toute votre culture. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Oui, mais en ces temps assez troubles et en ces temps où, comme on l'a dit tout à l'heure, la télé est l'opium du peuple, la télé ne diffuse pas forcément énormément de culture. Et c'est intéressant de discuter avec un homme tel que vous qui avait traversé le temps et qui aujourd'hui avec qui j'ai pu échanger sur diverses choses, et notamment sur voilà, vous m'avez parlé de la mafia Quinfri, de monsieur DJ Mehdi, voilà, expliquez-nous un petit peu votre lien de parenté avec le regretté monsieur DJ Mehdi. C'est mon cousin germain. Et son parcours est assez atypique parce qu'on n'en parle pas, y compris dans ses biographies et tout ça. DJ, il s'appelait Mehdi Favris. Hein. Et il n'a pas eu une culture de banlieue. Hein. À 11 ans, il avait remporté le concours Léopold Belland piano. Hein. Il allait au conservatoire de Gennevilliers, qui est depuis un conservatoire national de grande qualité, et qui a appris à des tas de gens, y compris à mes soeurs, mes frères et moi, la musique, et mes enfants. Il y a des milliers de Gennevillois. Et il a rencontré Kerry James à la Maison des Jeunes de Gennevilliers, à l'occasion d'un tournoi de ping-pong, comme quoi les choses... Voilà, dans un tout autre contexte. Tout autre contexte. Et Kerry James lui a parlé qu'il écrivait des chansons et tout ça. Et il y avait un piano. Et Gigi s'est mis au piano. Il avait 14 ans. Hein. Et à 16 ans, ils ont fondé leur premier groupe, avec le légendaire hardcore dessus, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai que sur la jaquette, il y a écrit merci à Henri Ticré. Bon, il n'avait pas à me remercier d'ailleurs. Bon, parce qu'effectivement, je leur ai simplement expliqué ce que c'était la rime, la contre-rime, et par rapport à un rythme donné, combien de pieds il fallait mettre à une phrase et combien de pieds à la suivante. Je veux dire, je leur ai appris une technique. Je n'ai pas écrit pour eux, hein, je précise tout de suite. Hein. Mais vous leur avez donné comme ce qui se fait aujourd'hui, en fait. Avant l'heure, vous leur avez donné des ateliers d'écriture. Oui, des ateliers d'écriture.
Voilà. Mais ça s'est jamais fait ça s'est fait chez moi. Hein. Ouais, c'était dans un contexte informel, c'était pas informel. Tout à fait dans un contexte informel. Et en plus, c'était lorsque nous avons monté un groupe de rap où là j'ai beaucoup écrit de paroles avec Abdel et Rachid, qui s'appelait Face Cachée, qu'aurait dû être célèbre, et que d'ailleurs DJ avait pris en première partie à Marseille, ce qui leur a permis à Face Cachée de chanter devant 6000 personnes. Et ils avaient eu un franc succès. Après, je ne vous raconterai pas pourquoi ils se sont fâchés, mais c'est complètement stupide. Ils auraient dû continuer, ça aurait marché, je crois, enfin au moins un temps. Et donc, ils l'ont beaucoup rencontré aussi. C'était un garçon d'une gentillesse et d'une générosité vis-à-vis de sa mère. Enfin, ils n'en avaient pas besoin, mais vis-à-vis de sa grand-mère, etc. Oui, il était... et il a entraîné un nombre de gens de ma famille qui continuent aujourd'hui dans le rap, hein, notamment la sœur de DJ qui marche très très bien dans le rap. Qui est sa sœur Elle a un nom dont je me souviens plus. Enfin, je connais son prénom français, mais je connais pas son. Mais elle travaille pas mal avec les anciens de la Mafia Country. Mais elle travaille aussi avec des groupes plus célèbres. Et d'ailleurs, pour dire du bien de Kerry James, que j'ai rencontré que 3 fois dans ma vie. Hein. Enfin, j'ai rencontré de manière informelle à l'enterrement de Mehdi, ou des choses comme ça, mais je l'ai rencontré 3 fois vraiment à discuter avec lui. Et ils ont apporté une autre image du rap. Mais je veux dire, moi je suis pas, j'écoute pas du rap tous les jours et tout, ça serait faux de dire ça. Mais je veux dire, ce mouvement qui a ses verrues, tout comme le bio, c'est assez verrues, il y a du faux bio. Je dirais qu'il y a du faux rap aussi. Il y a du rap sans talent. Hein. J'ai coutume de dire que le talent, je ne sais pas ce que c'est, mais quand il n'y en a pas, ça se voit, mais ça s'entend aussi. Je veux dire, bon, DJ a beaucoup travaillé avec MC Solar aussi. Oui, à l'époque, parce que... mais il n'a pas travaillé, il a fait tout 113 clans. Aussi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, avant même qu'il a 16 ans, il forme le Ideal G, ils avaient formé le Ideal Junior. Enfin, le Ideal Junior, où ils étaient plus jeunes, avec MC Solar, qui venait et qui intervenait lors d'ateliers d'écriture. Oui. Et donc... je veux dire, il y a les Marseillais là, en rap, ils sont très bons. Hein. Et ceux que j'ai vus à la fête de l'Humanité la semaine dernière, que vous connaissez sans aucun doute, parce que je crois que c'est les plus célèbres, ils sont très bons, je veux dire. Il y a du talent, quoi. Et que pensez-vous de la collaboration qui remonte à il y a 10 ans d'un des anciens albums de Kerry James? C'est une collaboration avec Charles Aznavour. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, la chanson s'appelle À l'ombre du show business. Oui, je l'ai entendu, oui. Voilà. Et Charles Aznavour, lorsqu'ils sont passés au victoire de la musique, il me semble-t-il, a dit clairement que les rappeurs sont les artistes d'aujourd'hui et qu'ils utilisent la langue française drôlement bien, comme il dit. Mais c'est une évidence. Enfin, c'est pas une évidence pour tous. Mais c'est une évidence pour les plus célèbres et les plus talentueux, quoi. C'est tout. Ils écrivent magnifiquement bien. Et vous pensez que c'est, comme diraient certains, c'est une espèce de continuité des chanteurs français tels que Jacques Brel ou Charles Trenet. Charles Trenet, il avait fait du rap avant l'heure. Après, il est clair que c'est vrai que Charles Trenet, il y a certaines ou pas mal de personnes qui ont du mal avec ses propos avant qu'il décède par rapport
à ses positions, on va dire, politiques. Quand il est mort, il avait rejoint Mitterrand. J'ai eu la chance d'être invité à son gala à l'Opéra de Paris, n'est-ce pas? J'étais assis 2 rangs derrière François Mitterrand. Bon, ça, c'est anecdotique et rigolo. Avant, il avait des idées de droite, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui ont des idées de droite. Vous savez, je ne suis pas sectaire au point... vous pouvez aller sur ma table de nuit dans ma chambre. Il y a 2 livres qui ne m'ont pas quitté depuis 40 ans. Hein, et c'est des livres avec... Je n'ai aucune idée commune avec eux. Mais cela vous intéresse Mais oui, voilà. C'est le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. À chaque fois que je finis un livre, avant d'en commencer un autre, je reprends les mémoires d'outre-tombe ou le voyage au bout de la nuit, je lis 10 pages, quoi. Et je le repose. Mais ça, c'est depuis 40 ans. Et pourtant, ce sont des gens éminemment de droite, surtout Louis-Ferdinand Céline. Mais Chateaubriand était aussi éminemment réactionnaire. Je veux dire, je suis fou amoureux d'un écrivain qui a été un collaborateur, pas vraiment, mais en tout cas qui était un homme d'extrême droite, qui s'appelle Jacques Chardon, qui était l'écrivain préféré de François Mitterrand d'ailleurs. Mais qui pour moi c'est pas parce qu'il était dans les ligues royalistes que je ne lui confère pas un talent gigantesque, hein, au contraire. Je veux dire, bon, je lis aussi tout un tas d'écrivains de gauche, mais je veux dire, je lis, quoi, simplement, c'est pas... Donc la lecture est une partie intégrante de votre vie, et vous pensez que... Oh, ben, elle l'a toujours été, hein, dès ma plus tendre enfance. D'ailleurs, dans le couloir, là, il y a tous les livres, il m'en manque 12, de la bibliothèque verte. Quand je travaillais bien à l'école, pour vous le cacher, je travaillais toujours très bien, j'étais toujours premier, j'étais un emmerdeur. Un premier de la classe, un mec chiant, en gros. Et donc, on me récompense. À l'époque, il y avait un livret tous les mois, et mes grands-parents, mes parents me récompensaient en m'offrant les livres de la bibliothèque verte. Et j'en ai relu plein, là. Et j'ai toujours des émotions pour James Oliver Curwood, pour Jack London, pour Erckmann et Chatrian, et oui, que je lisais déjà quand j'ai commencé à lire, j'avais 8-9 ans, vraiment d'une façon très assidue. J'ai dépensé mon argent de poche à acheter des piles parce que je me cachais la nuit sous mon drap pour lire. Vous pensez que ce genre d'habitude que vous avez depuis votre plus tendre enfance devait être... je vous pose une question un petit peu idiote, mais je pense que c'est ce que vous voudriez, que la lecture soit plus propagée, mais amenée d'une manière un peu plus ludique. Mais le livre n'est pas mort, la lecture perdure. Il se vend un nombre de millions de livres chaque année en France. Écoutez, l'aînée de mes petites filles, elle est en 4e, pardon, elle a 13 ans, elle lit 2 livres par semaine. En dehors des lectures scolaires. Elle lit... Parce que c'est vrai que, comme vous le savez, on vit dans une époque où les écrans ont pris une place prépondérante. Et de ce fait, il y a une partie de la jeunesse où, après, je ne saurais le quantifier, qui ne lit pas, ou même je dis de la jeunesse, mais des adultes aussi, qui ne lit pas, mais qui, à cause de ce dont on appelle, de ce syndrome qu'on appelle depuis le début de notre entretien, l'opium du peuple, qui est la télé, qui sont les réseaux sociaux aussi, sont omnibulés par tout ça, et résultat, ne lisent pas. Enfin, c'est le nouvel opium du peuple. Voilà, l'opium du peuple, pour Karl Marx, c'était la religion. En tout cas, c'est dramatique, mais c'est dramatique aussi pour les adultes. Je me souviens avoir fait un reportage, je ne me souviens plus en quelle année, pour le Matin de Paris, donc entre 1976 et 1986, dans une ville du sud-est de la France, La Seine-sur-Mer pour la citer, où quand on passait le certificat d'études, dans les années entre 50 et 60 et quelque chose que ça a été supprimé, il fallait ne pas faire 5 fautes dans une dictée. Et ils avaient pris 26 élèves qui avaient eu le certificat d'études en 1953 ou 4, ils les avaient réunis dans une salle de classe, ils leur avaient fait repasser le certificat,
et il y en avait que 6 qui auraient été reçus. Parce que, je veux dire, ne pas entretenir par la lecture, ou par ces moyens de connaissance, parce que la lecture, ça reste tout de même ce qui s'imprime le mieux, et qui donne, qui donne une réalité à ce qu'on lit, une vérité à ce qu'on lit. Et c'est dramatique de ne pas lire. Enfin, pour moi, c'est vraiment un drame absolu. Ne serait-ce que, je veux dire, moi, quand je vais m'acheter mes cigarettes et que je vois des petits pépères au café tabac, là, en train de lire le journal, je suis content. Vous dites au moins, il s'exerce à une activité je veux dire, y compris s'ils lisent un journal que je ne lis pas et que je ne citerai pas, mais la question ne se pose pas comme ça. Mais au moins, mais j'ai remarqué que ce n'était pas beaucoup des jeunes. Si, je vois des jeunes qui le lisent au tabac, mais c'est pour regarder les courses ou les pronostics sportifs. Et ça, ils avouent que ça ne fait pas mon bonheur, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Récemment, j'ai lu un article, c'était hier d'ailleurs, il me semble que c'est en Suède, ou je ne sais plus dans quel pays d'Europe, où ils vont réformer carrément leur système scolaire. C'est-à-dire que les élèves n'apprendraient plus des cours magistraux tels que le français, les maths et l'histoire géo. C'est en Suède, oui. Ouais, c'est en Suède, voilà. J'ai lu l'article aussi. Voilà, je l'ai lu hier. Et en fait, voilà, le principe serait à un moment donné, de se baser sur un événement historique, et de là, il en découlerait les matières magistrales, mais que les cours se feraient d'une autre manière, que ce serait plus prof-élève, les élèves tous en groupe d'un côté avec des chaises et des tables, et le prof en train de dicter, mais que ce soit une toute autre manière d'enseigner. Vous pensez que la France devrait opter pour ce genre de méthode, c'est-à-dire réformer carrément le système scolaire? J'ai été prof avant d'être journaliste. Ok. Mais je n'ai plus la compétence pour apporter des jugements sur ces choses. Moi, je vous avoue qu'il y a des choses qu'on veut réformer dans l'orthographe en France, et il y a des réformes, la langue a toujours évolué, il y a des réformes avec lesquelles je suis d'accord, mais il y en a d'autres avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Et je pense qu'effectivement, l'apprentissage du français, ça permet de parler, je parle beaucoup là, c'est embêtant, mais ça permet de parler moins, je veux dire. Quand on sait utiliser le plus que parfait du subjonctif, le futur ou l'imparfait au court, il n'y a pas besoin de faire une grande phrase, il n'y a qu'à mettre le verbe. Si la personne vous comprend, la phrase est raccourcie d'autant, pour situer dans le temps, n'est-ce pas, Je me souviens d'un professeur que j'ai, pas un professeur, un instituteur, c'était en CM2, que j'ai absolument adoré, qui s'appelait Monsieur Morer, qui avait un accent alsacien à couper au sabre d'abordage, et qui m'a fait aimer Rimbaud et Musset. Il nous apprenait une récitation par semaine à l'époque, on apprenait une par cœur par semaine. Et je ne regrette pas, je veux dire. Et qui nous a communiqué l'amour de la langue. Par exemple, il nous faisait classer dans le temps les mots naguère, jadis, en temps et autrefois. Il fallait mettre le plus court, enfin jusqu'au plus vieux. Bon, quand on parle français, si les gens connaissaient bien le français, naguère, c'est la contraction de il n'y a guère de temps, vous voyez, je m'en souviens quand même. En temps, dans le célèbre poème de François Villon, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-elles, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Des vierges, il n'y en a plus, mais les neiges de l'année dernière, il n'y en a plus non plus. Antan, ça veut dire anteanum, ça veut dire il y a un an. Jadis, c'est adi adici en latin, il n'y a pas 10 ans, et autrefois, c'est illimité. Mais ne serait-ce que pour situer dans le temps, dans une conversation, ça évite de faire une phrase. Parce que c'est idiot ce que je dis. Mais... Non, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est tout à fait juste. C'est vrai que apprendre permet de parler moins et d'être plus juste, en fait. Oui. Voilà, d'être plus juste et d'être plus direct et d'être plus précis. D'être plus précis, voilà. C'est ça. Sur ces mots, nous allons finir avec cette deuxième partie. J'ai changé.